Sherlock Holmes et les spectacles sur la chaise vide. Un mystère original, dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Le visiteur du matin. Ce matin-là, le brouillard recouvrait Baker Street, tel un linceul gris, étouffant les bruits familiers du réveil londonien. Je m'étais levé tôt, comme à mon habitude, et trouvai Holmes déjà habillé et assis près de notre fenêtre, sa silhouette élancée se découpant sur la pâle lumière filtrant à travers les lourds rideaux. Il tenait sa pipe entre ses doigts longs et fins, bien qu'elle fût éteinte, signe évident que son esprit était occupé par un problème particulièrement intéressant. « Tu es agité ce matin, Holmes », observai-je en m'installant dans mon fauteuil avec le journal du matin. « J'espère que tu as bien dormi. » Dormir, Watson, est un luxe que je peux difficilement me permettre quand les criminels londoniens persistent dans leurs habitudes laborieuses. Il se détourna de la fenêtre, ses yeux gris brillant de cette intensité familière que j'avais appris à associer à l'odeur d'une nouvelle affaire. « Dites-moi, que pensez-vous de notre visiteur ?» Je suivis son regard vers la rue en contrebas, où, à travers le rideau de brouillard mouvant, je distinguai la silhouette d'une femme en noir, se tenant, hésitante, devant notre porte. Même à cette distance, sa posture trahissait la détresse, sa façon de serrer son réticule, son approche hésitante puis son recul. Une dame en deuil, ai-je osé dire. Récemment endeuillée, devrais-je dire, à en juger par le noir profond de sa tenue et la qualité du tissu. Aisée, mais pas ostensiblement riche. La coupe de sa robe suggère le bon goût plutôt que la simple mode. Holmes hocha la tête d'un air approbateur. « Super, Watson. Et quoi d'autre ?» J'ai étudié la silhouette plus attentivement. Elle semble en détresse. Sa façon de se déplacer suggère une certaine indécision. Elle souhaite solliciter notre aide, mais elle se demande peut-être si son cas justifie l'intervention d'un détective. Excellent. Vous observez bien, même si vous ne voyez qu'en surface. Remarquez la légère courbure de ses épaules, non pas la courbe naturelle de l'âge, mais le poids d'un chagrin récent. Le mouchoir qu'elle porte n'est pas seulement décoratif. Elle l'a utilisé fréquemment, et récemment. Le plus révélateur, c'est qu'elle jette des coups d'œil répétés vers les fenêtres de la maison d'en face. Elle craint d'être observée, Watson. Ce n'est pas un simple cas de deuil. Comme interpellée par notre attention, la femme rassembla enfin son courage et s'approcha de notre porte. Le coup sec du heurtoir de Madame Hudson résonna dans la maison, suivi du bruit des pas de notre logeuse dans l'escalier. « Monsieur Holmes », dit la voix de Madame Hudson à travers notre porte, « une certaine Lady Pemberton veut vous voir. Elle dit que c'est une affaire de la plus haute urgence. » Holmes se leva avec cette énergie particulière qui marquait toujours le début d'une nouvelle enquête. « Faites-lui monter, Madame Hudson, et vous pourriez peut-être préparer du thé. Notre visiteuse semble avoir besoin d'un peu de réconfort. » Lady Pemberton entra dans notre salon du pas mesuré de celle qui a appris à dissimuler une profonde émotion sous le vernis des convenances sociales. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux grisonnants prématurément, coiffée sous un bonnet noir au design coûteux mais austère. Son visage, bien que ridé par le chagrin, conservait des traces d'une beauté considérable, et ses yeux sombres exprimaient une intelligence qui trahissait l'éducation et le raffinement. Holmes désigna la chaise en face de la sienne. « Je vous en prie, Lady Pemberton, asseyez-vous. Le docteur Watson et moi sommes à votre entière disposition. » Elle s'installa avec une précision méticuleuse, ses mains gantées fermement jointes sur ses genoux. « Monsieur Holmes, je ne sais pas par où commencer. La police a déclaré l'affaire close, mais je suis convaincu, non certaine, qu'une terrible injustice a été commise. » « La police, » observa sèchement Holmes, « est remarquablement efficace pour régler les affaires qui perturbent son emploi du temps. Veuillez nous raconter les circonstances qui vous ont amené à Baker Street par ce matin brumeux. » Le sang-froid de Lady Pemberton vacilla légèrement, et elle pressa son mouchoir contre ses lèvres avant de poursuivre. « Cela concerne mon mari, Sir Reginald Pemberton. Il a été retrouvé mort dans son bureau il y a 3 jours. Assis dans son fauteuil préféré. La police a conclu à une mort naturelle, son cœur, dit-on.
Mais je sais, monsieur Holmes, je sais que Reginald a été assassiné. Holmes croisa les doigts devant son visage, ses yeux gris fixés intensément sur notre visiteur. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette condamnation, Lady Pemberton? Je suppose que les autorités n'ont trouvé aucune preuve de violence? Rien du tout. Reginald semblait tout simplement décédé. Il a été découvert par notre majordome, Jamieson, à 8h30 du matin. Reginald portait sa tenue de soirée de la veille, assis dans son fauteuil en cuir devant la cheminée. Tout semblait parfaitement normal, à l'exception d'un détail qui hante mes pensées depuis. Et ce détail était... La voix de Lady Pemberton baissa à peine. Ses lunettes, monsieur Holmes. Les lunettes de lecture de Reginald ont été retrouvées sur la chaise en face de la sienne, posées là avec un soin si précis qu'elles n'ont pu tomber ni être jetées négligemment. Pourtant, Reginald ne les retirait jamais le soir. Sa vue était très mauvaise, et il était presque aveugle sans elle. Il ne serait jamais resté assis à lire ou à travailler dans son bureau sans elle sur son nez. Holmes se pencha légèrement en avant, visiblement intéressé. « Vous êtes certain de cette habitude? » « Aussi sûr de moi que de mon propre nom. En 22 ans de mariage, je n'ai jamais vu Reginald sans ses lunettes le soir. Il était assez vaniteux en public, mais dans l'intimité de son bureau, il y tenait absolument. Très intéressant. Dites-moi, Lady Pemberton, qui d'autre était présent ce soir-là? Seulement les domestiques. Jamieson, notre majordome, Madame Whitmore, la cuisinière, et Sarah, la femme de chambre. Notre fils Charles est en voyage à l'étranger, et nous n'avons reçu personne ce soir-là. Holmes se leva et commença à arpenter la cheminée, les mains jointes derrière le dos. Les lunettes ont été retrouvées sur la chaise en face de celle de votre mari? Oui, posées avec le plus grand soin sur le siège. Ni lâchées ni jetées, mais positionnées comme si quelqu'un les avait déposées là délibérément. Et l'inspecteur de police qui a examiné la scène? Inspecteur Bradshaw. Un homme consciencieux, je suppose, mais il a complètement balayé mes inquiétudes. Il a suggéré que Reginald avait peut-être retiré ses lunettes pour les nettoyer, qu'il avait subi son attaque fatale, et qu'un des domestiques les avait peut-être déplacées en rangeant la chambre. Pourtant, vous avez interrogé les serviteurs. Immédiatement. Chacun a juré n'avoir rien dérangé dans le bureau. Jamieson a découvert le corps et m'a immédiatement convoqué. Rien n'a été touché jusqu'à l'arrivée de la police. Holmes s'arrêta de marcher et fixa Lady Pemberton d'un regard pénétrant. « Vous avez mentionné que votre mari était en tenue de soirée. Avait-il assisté à une réception la veille? Non. Nous dînions tranquillement à la maison. Reginald se retirait dans son bureau après le dîner, comme à son habitude. Il travaillait souvent tard le soir sur sa correspondance et ses affaires. Ses affaires. Je vous prie, quelle était la nature de l'occupation de Sir Reginald? Lady Pemberton hésita légèrement. Il était impliqué dans divers investissements, monsieur Holmes. Des actions de chemin de fer, des mines, ce genre de choses. Il avait aussi récemment commencé à négocier, ce qu'il appelait des documents sensibles. J'avoue que je ne comprenais pas grand-chose à ces transactions, mais elles semblaient rapporter des revenus considérables. Les sourcils de Holmes se haussèrent presque imperceptiblement. Des documents sensibles. Pourriez-vous être plus précis? J'ai bien peur que non. Reginald était très discret sur cet aspect particulier de son activité. Il a évoqué la facilitation du transfert d'informations entre les parties intéressées, mais au-delà, je ne sais rien. La pièce se tut, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge de notre cheminée et des bruits lointains de la circulation matinale londonienne, filtrant à travers le brouillard. Holmes continua son arpentage mesuré, les sourcils froncés de concentration. « Lady Pemberton, dit-il enfin, je vais être franc avec vous. Le détail que vous avez observé, la position précise des lunettes de votre mari, est vraiment curieux. Il suggère soit une coïncidence extraordinaire, soit une ruse inhabituelle. Je suis enclin à approfondir mes recherches. » Le soulagement envahit le visage de notre visiteur. « Oh, monsieur Holmes, je ne peux exprimer ma gratitude. » Holmes leva la main pour devancer ses remerciements. «
Cependant, je dois vous avertir que de telles enquêtes révèlent souvent des vérités que les personnes en deuil préféreraient garder enfouies. Êtes-vous préparé à l'éventualité que les affaires de votre mari ne résistent pas à un examen approfondi? Lady Pemberton serra les dents, déterminée. J'aimais mon mari, monsieur Holmes, mais je ne suis pas naïve. Si Reginald était impliqué dans des activités douteuses, je préférerais connaître la vérité plutôt que de vivre dans l'incertitude. La justice n'exige rien de moins. Holmes acquiesça d'un signe de tête approbateur. Très bien. Le docteur Watson et moi examinerons la scène cet après-midi, si vous êtes d'accord. En attendant, je compte sur vous pour ne parler de notre implication à personne, pas même à vos plus fidèles serviteurs. Bien sûr. Dois-je vous attendre à 2 heures? 2 heures précises. Et Lady Pemberton? La voix de Holmes prit une tournure menaçante. Jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, je vous conseille vivement de varier vos habitudes et de ne faire entièrement confiance à personne. Si vos soupçons sont fondés, l'assassin de votre mari pourrait vous considérer comme une menace potentielle. Tandis que Lady Pemberton prenait congé, j'observais le léger tremblement de ses mains tandis qu'elle rassemblait ses gants et son réticule. Quels que soient là les secrets enfouis dans la maison Pemberton, ils avaient visiblement ébranlé cette femme sereine jusqu'au plus profond d'elle-même. « Eh bien, Holmes, dis-je tandis que ses pas s'estompaient dans les escaliers, que pensez-vous du récit de notre visiteur? » Holmes avait déjà repris sa place près de la fenêtre, ses traits anguleux se découpant à nouveau sur la lumière grise du matin. « Ce que j'en conclus, Watson, c'est que nous avons affaire à un esprit d'une grande subtilité. Les lunettes sont bien la clé, mais pas, je le soupçonne, de la manière dont Lady Pemberton l'imagine. Vous croyez que son mari a été assassiné? Je crois, répondit Holmes, ses yeux gris brillant de cette lueur familière de la quête intellectuelle, que nous sommes sur le point de nous lancer dans l'une des affaires les plus fascinantes qui ait jamais été portée à notre attention. Le jeu, comme on dit, est lancé. Chapitre 2. La scène du crime. La résidence Pemberton se dressait sur Belgrave Square, une imposante demeure géorgienne évoquant la richesse et la respectabilité établie. Alors que notre fiacre s'arrêtait devant ces grilles en fer forgé, je ne pus m'empêcher de songer à l'ironie de voir de tels bastions de bienséance dissimuler si souvent les plus sombres secrets. Holmes descendit avec son énergie habituelle, son regard perçant scrutant déjà la façade de la maison. « Remarquez les fenêtres, Watson, » murmura-t-il alors que nous approchions de la porte d'entrée. « 2e étage, 3e en partant de la gauche. Ce serait le bureau de Sir Reginald, si la description de la maison par Lady Pemberton est exacte. Observez la façon dont les rideaux pendent. » Je suivis son regard vers le haut. La fenêtre en question montrait des rideaux partiellement tirés, créant un motif irrégulier qui différait sensiblement de la disposition uniforme des autres fenêtres. « Quelqu'un surveillait la rue depuis cette pièce, » poursuivit Holmes, « et récemment. Les rideaux ont été défaits et mal refermés. Lady Pemberton elle-même ouvrit la porte, visiblement impatiente de nous voir. Elle avait troqué sa tenue de deuil contre une robe de laine bleu foncé, bien que cette amélioration de couleur ne parvienne guère à atténuer les cernes sous ses yeux. « Monsieur Holmes, docteur Watson, merci d'être venu si rapidement. J'avoue que je n'ai rien pu faire depuis notre rencontre de ce matin. » Holmes retira son chapeau et ses gants d'un geste rapide et sobre. « Tout à fait compréhensible, Lady Pemberton. Maintenant, auriez-vous l'amabilité de nous montrer le bureau de votre mari et de veiller à ce que nous ne soyons pas dérangés? » « Certainement. J'ai donné l'après-midi libre aux domestiques, sauf à Jamieson, que vous souhaiteriez peut-être interroger. » Nous la suivîmes à travers une série de pièces bien aménagées qui reflétaient le confort plutôt que l'ostentation. Le mobilier était de bonne qualité, mais portait les traces d'une longue utilisation, suggérant une maisonnée privilégiant l'apparence à l'apparat. En montant l'escalier principal, je remarquai plusieurs portraits de famille alignés au mur. Des hommes et des femmes au visage sévère, dont l'allure suggérait des générations de services militaires et diplomatiques. Le bureau lui-même était une grande pièce lumineuse donnant sur la place. Les murs, tapissés de livres, s'élevaient jusqu'à un plafond à caissons, et un bureau massif en acajou dominait un coin.
Devant la cheminée se trouvaient 2 fauteuils en cuir d'une qualité évidente, disposés de façon à permettre une conversation confortable. C'est dans le fauteuil face à la fenêtre que Sir Reginald Pemberton avait rendu son dernier souffle. Holmes resta un long moment sur le seuil, ses yeux gris parcourant méthodiquement chaque détail de la scène. J'avais assisté à ce rituel d'innombrables fois, et pourtant je ne cessais de m'émerveiller de l'intensité de son observation. « La chaise sur laquelle votre mari a été retrouvé, dit-il enfin, est-ce celle-là » Il désigna la chaise la plus proche de la cheminée. « Oui, exactement celui-là. » Il était assis tout naturellement, les mains sur les accoudoirs, la tête légèrement penchée en arrière, comme s'il s'était simplement assoupi en lisant. Holmes s'approcha de la chaise d'un pas prudent, les mains jointes dans le dos. « Et les lunettes ont été retrouvées sur cette chaise ?» Il désigna la chaise voisine, située à environ 1,50 m. « Précisément là, sur le coussin du siège. Ils ont été placés avec tant de soin, monsieur Holmes. Ils n'ont pas été lâchés ni jetés, mais déposés comme si leur propriétaire avait l'intention de les récupérer à l'instant. » Holmes s'agenouilla près de la chaise où les lunettes avaient été retrouvées, sortant sa loupe de la poche de son gilet. Pendant plusieurs minutes, il examina le revêtement en cuir avec une attention microscopique, émettant parfois de légers sons d'intérêt ou d'approbation. « Watson » appela-t-il sans lever les yeux de son examen. « Observez l'usure des accoudoirs de ce fauteuil. Qu'en déduisez-vous » Je m'approchai et examinai attentivement le cuir. Les accoudoirs sont nettement moins usés que ceux du fauteuil d'accompagnement. J'oserais dire que ce fauteuil était beaucoup moins utilisé. Excellent. Et que concluriez-vous de cette observation? Sir Reginald s'asseyait rarement, voire jamais, sur cette chaise. Son siège préféré était clairement l'autre. Exactement. Pourtant, quelqu'un a posé ses lunettes avec une grande prudence sur le siège de la chaise qu'il n'utilisait jamais. Un choix intéressant, n'est-ce pas? Lady Pemberton observait notre examen avec une fascination croissante. Je n'aurais jamais pensé observer de tels détails. Voulez-vous dire que Reginald ne s'est jamais assis sur cette chaise? Les preuves le suggèrent. Les traces d'usure sont bien distinctes. Votre mari était un homme d'habitude, Lady Pemberton. Il privilégiait la chaise près de la fenêtre, sans doute pour la luminosité supérieure qu'elle offrait pour lire. La question est donc, pourquoi quelqu'un choisirait-il de poser ses lunettes sur cette chaise inutilisée? Holmes se leva et se dirigea vers le bureau, dont il entreprit un examen systématique du contenu. Le bureau était propre, mais sans excès. Des papiers rangés en piles ordonnées, un encrier et un plumier positionnés avec précision, un agenda relié en cuir, ouvert jusqu'à la semaine précédant la mort de Sir Reginald. C'est rendez-vous pour le jour de sa mort, murmura Holmes en étudiant les notes de son journal. Un emploi du temps plutôt léger. Examen des contrats Henderson, 10 heures. Correspondance, 14 heures. GM, 20 hours. Très intéressant. GM ? Lady Pemberton jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Holmes. Je ne reconnais pas ces initiales. Reginald recevait rarement ses associés le soir. Vous êtes certain qu'il n'avait pas de rendez-vous en soirée ce jour-là? Tout à fait. Nous avons dîné ensemble à 7 heures, et Reginald s'est retiré dans son bureau immédiatement après. Il n'a mentionné aucune visite attendue. Holmes tourna plusieurs pages du journal, parcourant les entrées avec la rapidité qui le caractérisait. L'écriture de votre mari était très particulière, Lady Pemberton. Notez la disposition particulière de ses majuscules et la façon dont il pointait les « i ». La plupart des gens acquièrent ces habitudes très tôt et les modifient rarement. Oui, l'écriture de Reginald était tout à fait reconnaissable. Sa secrétaire la remarquait souvent. Le doigt de Holmes s'arrêta sur une entrée particulière de la semaine précédente. Cette annotation ici, JM, affaire confidentielle, 20 heures. L'écriture semble identique aux autres entrées, et pourtant, il sortit de nouveau sa loupe, étudiant l'encre avec une concentration intense. « Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ?» demandai-je. « L'encre, Watson. Notez la subtile variation de couleur et de consistance. Cette inscription a été écrite avec une plume différente, et peut-être par une main différente, malgré l'apparente similitude de l'écriture. »
Lady Pemberton haleta doucement. « Suggérez-vous que quelqu'un a falsifié l'écriture de Reginald dans son propre journal ? Je suggère que nous examinions toutes les possibilités, aussi invraisemblables soient-elles. Dites-moi, qui a eu accès à cette pièce la semaine précédant le décès de votre mari ? Seulement Reginald lui-même, et Jamieson pendant le ménage. Oh, et Charles est passé brièvement à son retour de Cambridge, mais c'était il y a 10 jours, bien avant son départ pour sa tournée continentale. Holmes s'approcha de la fenêtre et examina les rideaux que j'avais observés depuis la rue. Ils ont été dérangés récemment. Quelqu'un surveillait la place depuis cet endroit. Il vérifia le châssis de la fenêtre, et cette fenêtre a été ouverte ces derniers jours, malgré le froid inhabituel. « Impossible !» protesta Lady Pemberton. Reginald détestait les courants d'air. Il n'ouvrait jamais les fenêtres de son bureau pendant les mois d'hiver. Pourtant, les faits suggèrent le contraire. Watson, observez la subtile accumulation d'humidité sur le rebord intérieur, caractéristique d'une fenêtre ouverte puis refermée. J'ai examiné la zone indiquée par Holmes et j'ai été forcé d'approuver son observation. Les faibles traces d'humidité étaient bel et bien présentes, bien qu'à peine visibles pour un observateur non averti. L'examen de Holmes dura près d'1 heure. Il examina chaque surface, chaque objet, chaque détail de la pièce avec une minutie méthodique. Il vérifia les serrures des tiroirs du bureau, examina la grille de la cheminée à la recherche de traces de papier brûlé, et inspecta même la moquette sous les 2 chaises, à la recherche de marques ou de taches inhabituelles. « Le coffre-fort », dit-il soudain, remarquant un lourd coffre-fort en fer posé derrière le bureau. « A-t-il été examiné par la police ?» L'inspecteur Bradshaw l'a testé et l'a trouvé sécurisé. Il semblait convaincu que rien n'avait été dérangé. Holmes s'agenouilla devant le coffre-fort et en sortit un petit étui en cuir contenant divers instruments métalliques. « Avec votre permission, Lady Pemberton ?» Elle acquiesça d'un signe de tête, même si je percevais de l'inquiétude dans son expression. Les doigts de Holmes manièrent avec une habileté experte le mécanisme de la serrure, et en quelques instants la lourde porte s'ouvrit. L'intérieur révélait des piles de documents bien rangés, plusieurs bourses en cuir qui tintaient doucement au son des pièces de monnaie, et une collection d'enveloppes scellées et bordées d'un ruban rouge. Holmes examina chaque objet avec soin, sans rien sortir du coffre. « Le commerce de documents sensibles de votre mari semble avoir été très lucratif, » observa-t-il. « Ces enveloppes scellées, les reconnaissez-vous » Lady Pemberton secoua la tête. « Reginald ne m'a jamais parlé du contenu de son coffre-fort. J'en connaissais l'existence, bien sûr, mais je le considérais comme entièrement de son ressort. » L'expression de Holmes devint pensive, tandis qu'il examinait une enveloppe de plus près. « Ce sceau a été détérioré et réappliqué. Récemment, à mon avis. La cire semble avoir été chauffée et remodelée. Mais comment est-ce possible ? Seul Reginald connaissait la combinaison. » « Seul Reginald connaissait la combinaison dont vous aviez connaissance, » corrigea doucement Holmes. « Il y a d'autres possibilités à envisager. » Il referma le coffre et remit le verrou en place. « Lady Pemberton, j'aimerais beaucoup parler à votre majordome, Jamieson. Cela vous conviendrait-il » ? « Bien sûr. Je vais le convoquer immédiatement. » Tandis qu'elle partait chercher la servante, je me tournai vers Holmes avec une curiosité croissante. « Quelle conclusion tirez-vous de cet examen ?» Holmes s'installa dans le fauteuil préféré de Sir Reginald et croisa les doigts devant son visage. « Ce que j'observe, Watson, est un tableau soigneusement construit. Les lunettes, l'entrée du journal, la fenêtre dérangée. Chaque détail a été placé avec la précision d'un décorateur de théâtre disposant les accessoires d'une représentation théâtrale. Vous croyez que toute la scène a été fabriquée ? Je crois que quelqu'un a voulu nous faire tirer certaines conclusions des faits. La question est de savoir si ces conclusions sont exactes ou si nous sommes guidés sur un chemin soigneusement préparé vers une destination prédéterminée. Et le meurtrier ? Les yeux gris de Holmes brillaient de cette lueur familière de la quête intellectuelle. Le meurtrier, Watson, connaît intimement les habitudes de Sir Reginald, a accès à son bureau et à ses effets personnels,
et est doté d'une ruse et d'une patience considérables. Plus important encore, il comprend l'importance de la diversion pour atteindre ses objectifs. Des pas approchant dans le couloir annoncèrent le retour de Lady Pemberton et du majordome. Lorsque Jamieson entra dans le bureau, je me surpris à observer ses traits avec une attention particulière, me demandant quel secret pouvait se cacher derrière son expression soigneusement posée. Chapitre 3. Le comte du majordome Jamieson se révéla être un homme d'une 50aine d'années, avec une allure et un maintien qui témoignaient de longs états de service au sein d'une maison de gentilhomme. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, son costume noir repassé à la perfection, et ses manières affichaient ce mélange particulier de déférence et de dignité qui caractérisait le serviteur supérieur. Pourtant, je décelai quelque chose dans ses yeux bleu pâle, une certaine méfiance peut-être, ou une anxiété soigneusement contenue. Holmes désigna l'un des fauteuils en cuir. « S'il vous plaît, Jamieson, asseyez-vous. J'ai cru comprendre que vous aviez découvert le corps de Sir Reginald. » Le majordome resta debout, les mains jointes. « Si vous me le permettez, monsieur, je préfère rester debout pour discuter des affaires de la maison. C'est bien moi qui ai trouvé Sir Reginald mardi matin. À quelle heure précisément ? 8h30, monsieur. J'avais apporté le thé du matin à Sir Reginald, comme à mon habitude. Comme il ne répondait pas à mes coups, je pris la liberté d'entrer. Je le trouvai assis sur sa chaise, l'air paisible. Au début, j'ai cru qu'il s'était simplement endormi en lisant ses papiers. Holmes se pencha légèrement en avant. « À quel moment avez-vous réalisé que Sir Reginald était mort ?» Le sang-froid de Jamieson vacillait presque imperceptiblement. « Quand je me suis approché pour le réveiller, monsieur, ses mains étaient moites et il ne respirait plus. J'ai immédiatement appelé Lady Pemberton. « Tu n'as touché à rien d'autre dans la pièce ?»« Rien du tout, monsieur. Je sers dans cette maison depuis 15 ans et je comprends l'importance d'un comportement correct dans de telles circonstances. » Holmes se leva et commença sa promenade habituelle devant la cheminée. « Parlez-moi, Jamieson, des habitudes de Sir Reginald dans cette pièce. Avait-il l'habitude de travailler tard le soir ? » ?»« Souvent, monsieur. Sir Reginald était un gentleman très travailleur. Il n'était pas rare qu'il reste dans son bureau bien après minuit, surtout lorsqu'il était occupé à sa correspondance. » »« Sa correspondance. Vous connaissez la nature de ses relations d'affaires ? » L'expression du majordome devint soigneusement neutre. « Je sais que Sir Reginald menait diverses affaires depuis son bureau, monsieur, mais je n'étais pas au courant des détails. Il ne m'appartenait pas d'enquêter sur de telles questions. » »« Bien sûr. Cependant, vous avez dû observer les allées et venues des visiteurs, l'arrivée de lettres importantes, ce genre de choses. » Jamieson hésita un instant. « Sir Reginald a reçu certains visiteurs dont les noms n'ont pas été annoncés au personnel de la maison, des gentlemen qui préféraient mener leurs affaires avec discrétion. » »« Quand de tels visiteurs ont-ils récemment rendu visite à Sir Reginald ? » »« Un monsieur est venu plusieurs fois au cours de la semaine précédant la mort de Sir Reginald. Il s'agissait de monsieur Morrison, je crois, même s'il n'a jamais remis de carte. C'était un homme grand et mince avec une boiterie prononcée. » Holmes échangea un regard significatif avec moi. « Morrison, dites-vous ? Pouvez-vous me le décrire plus en détail ? » ?»« Peut-être 40 ans, monsieur, avec des cheveux noirs et une barbe bien taillée. Il marchait avec une canne en acajou à pommeau argenté, d'apparence très distinguée, même s'il semblait quelque peu nerveux. » »« Et ces réunions avec monsieur Morrison ont-elles eu lieu ici, dans le bureau ? » ?»« Oui, monsieur. Toujours le soir et toujours avec des instructions explicites de ne pas être dérangé. Sir Reginald congédiait le personnel de maison tôt ces soirs-là. » Lady Pemberton, qui écoutait avec une stupeur croissante, prit soudain la parole. « Jamieson, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces réunions ?» Le malaise du majordome était désormais évident. « Pardonnez-moi, madame, mais Sir Reginald a insisté sur le fait que ces réunions d'affaires devaient rester confidentielles. Je supposais que vous en étiez au courant. » Holmes reprit ses pas, les mains jointes dans le dos. « Ce monsieur Morrison, avez-vous remarqué autre chose chez lui ? Des particularités vestimentaires ou des manières particulières ? » ?»« Il arrivait toujours en voiture particulière, monsieur, même si je n'ai jamais vu clairement le conducteur. Le véhicule ne portait aucune marque distinctive.
Et il y avait autre chose. Jamieson marqua une pause, hésitant visiblement à poursuivre. Oui. Lors de sa dernière visite, la veille du décès de Sir Reginald, M. Morrison resta bien plus tard que d'habitude. Je m'apprêtais à me coucher lorsque j'entendis des voix s'élever dans le bureau. Pas vraiment une dispute, vous comprenez, mais une discussion animée. Tu n'as pas pu déchiffrer les mots ? Non, monsieur. La porte du bureau est solide et je n'oserais jamais écouter les conversations privées de Sir Reginald. Holmes s'arrêta devant la fenêtre et contempla la place en contrebas. À quelle heure M. Morrison est-il parti ce soir-là ? Je ne peux pas le dire précisément, monsieur. Comme je l'ai dit, je m'étais retiré pour la nuit. Cependant, je crois avoir entendu la porte d'entrée se fermer vers minuit. Et Sir Reginald ? L'avez-vous vu après le départ de M. Morrison ? Non, monsieur. Quand je lui ai apporté son thé le lendemain matin, c'est là que j'ai découvert. La voix de Jamieson s'éteignit, et il parut sincèrement bouleversé par ce souvenir. Holmes se détourna de la fenêtre, ses yeux gris brillants d'intérêt. Jamieson, je veux que tu réfléchisses bien à la question suivante. Lorsque tu as découvert le corps de Sir Reginald, y a-t-il eu quelque chose, quoi que ce soit, qui t'ait semblé inhabituel dans la disposition des objets dans cette pièce ? Le majordome fronça les sourcils, concentré. J'ai réfléchi à cette question à maintes reprises depuis mardi matin, monsieur. La pièce était exactement comme d'habitude, à un détail près. Et c'était ça ? Les lunettes de Sir Reginald, monsieur. Elles étaient posées sur la chaise en face de la sienne, soigneusement posées sur le coussin. De toutes mes années de service, je n'avais jamais vu Sir Reginald retirer ses lunettes pour travailler dans son bureau. Holmes hocha la tête d'un air approbateur. « Vous avez bien observé, Jamieson. »« Avez-vous mentionné ce détail à l'inspecteur Bradshaw ?»« Je l'ai fait, monsieur, mais l'inspecteur a semblé y accorder peu d'importance. Il a suggéré que Sir Reginald les avait peut-être retirés pour nettoyer les lentilles, ou qu'un membre du personnel les avait déplacés en rangeant la pièce. Pourtant, vous saviez qu'aucune des deux explications n'était correcte. »« Oui, monsieur. Personne n'était entré dans le bureau entre la dernière fois que j'ai vu Sir Reginald vivant et le moment où j'ai découvert son corps. Et Sir Reginald était très méticuleux avec ses lunettes. Il les nettoyait lui-même chaque matin et n'aurait jamais tenté de le faire sans des chiffons de nettoyage appropriés qu'il gardait dans sa chambre. » Holmes reprit sa place et fixa le majordome de son regard pénétrant. « Jamieson, je vais vous poser une question qui peut paraître impertinente. Mais je vous assure qu'elle est de la plus haute importance. À votre avis, Sir Reginald était-il impliqué dans des activités qui auraient pu le mettre en danger ? » L'expression soigneusement posée du majordome vacilla. « C'est-à-dire, monsieur, que je ne voudrais pas dire du mal de mon ancien employeur. Je ne vous demande pas de médire de qui que ce soit. Je vous demande simplement de donner votre avis honnête sur la situation de Sir Reginald dans les jours précédant sa mort. » Jamieson jeta un coup d'œil à Lady Pemberton, qui hocha la tête d'un air encourageant. Sir Reginald semblait quelque peu troublé ces dernières semaines. Plus secret que d'habitude, si je puis dire. Il recevait plusieurs lettres qui semblaient lui causer un profond désarroi, et il avait pris l'habitude de verrouiller la porte de son bureau même pendant la journée, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ces lettres, savez-vous ce qu'elles sont devenues ? Sir Reginald a brûlé plusieurs documents dans la cheminée au cours de sa dernière semaine, monsieur. Un comportement très inhabituel, car il avait pour habitude de conserver toute sa correspondance pour ses archives. Holmes se leva avec une énergie soudaine et se dirigea vers la cheminée, s'agenouillant pour examiner la grille avec sa loupe. Intéressant. Watson, observez les résidus de cendres. Ce sont des restes de papier de haute qualité et la combustion est assez récente. Je l'ai rejoint près de la cheminée et j'ai effectivement pu voir les traces révélatrices de documents brûlés parmi les cendres de charbon. Plusieurs feuilles, à mon avis, ont brûlé ces derniers jours. Précisément. Jamieson, Sir Reginald avait-il l'habitude de brûler des documents dans cette cheminée ? Jamais, monsieur. Tous les vieux papiers étaient collectés par les femmes de ménage. Sir Reginald considérait que brûler des papiers dans la cheminée du bureau était à la fois salissant et inutile. Holmes retourna à sa chaise, l'air pensif. « Une dernière question, Jamieson. Lors des visites de M. Morrison, l'avez-vous déjà vu porter quelque chose ? Des documents, des colis, ce genre d'objets ?
Il portait habituellement un portefeuille en cuir, monsieur, et à plusieurs reprises je l'ai vu partir avec des paquets qu'il n'avait pas apportés avec lui. Des colis de quelle nature? De petits objets emballés dans du papier kraft, monsieur. Rien de gros ni d'encombrant, mais des objets de valeur, à en juger par le soin avec lequel il les a manipulés. Lady Pemberton se pencha en avant sur sa chaise. « Jamieson, je suis étonné que vous n'ayez jamais pensé à m'informer de ces activités. » La détresse du majordome était désormais évidente. « Madame, je ne peux que répéter que Sir Reginald a été très explicite quant au respect de la confidentialité de ses affaires. Je croyais avoir agi conformément à ses souhaits. » Holmes leva la main pour éviter toute discussion. « Jamieson, tu as été très utile. J'aurai peut-être d'autres questions à te poser plus tard, mais pour l'instant, ce sera tout. » Alors que le majordome s'éloignait, Lady Pemberton se tourna vers Holmes avec un mélange de confusion et d'indignation. « Monsieur Holmes, j'ai l'impression de n'avoir absolument rien su des activités récentes de mon mari. Ce monsieur Morrison, ces mystérieux colis, qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire ?» Holmes croisa les doigts devant son visage, ses yeux gris perdus dans la réflexion. « Cela signifie, Lady Pemberton, que votre mari était impliqué dans des activités hautement sensibles, l'incendie de documents, les réunions secrètes, les mesures de sécurité inhabituelles. Tout suggère un homme qui manipulait des informations ou des objets de grande valeur et potentiellement dangereux. Mais quel genre d'informations ? Reginald était impliqué dans des affaires légitimes, investissements ferroviaires, actions minières, ce genre de choses. Peut-être. Ou peut-être Sir Reginald avait-il découvert que certains types d'informations pouvaient y rapporter bien plus que les investissements traditionnels. Holmes se leva et se dirigea vers le bureau, où il se remit à examiner l'agenda. « Vous suspectez un chantage ? Je soupçonne que l'activité de votre mari en matière de documents sensibles impliquait l'acquisition et la vente d'informations que certaines personnes préféraient garder confidentielles. Qualifier ces activités de chantage ou de simple commerce de renseignements confidentiels est une question de point de vue. » J'observais Holmes examiner le journal avec un intérêt croissant. « Que cherchez-vous, Holmes ?»« Des schémas, Watson. Rendez-vous, paiement, nom ou initiales récurrents. Ah, voilà quelque chose. » Son doigt s'arrêta sur une entrée datant de 3 semaines. « J.M. Paiement final dû. » Et là, 1 semaine plus tard. « J.M. Affaire conclue. » Très éclairant. Lady Pemberton s'approcha du bureau. « Croyez-vous que ce J.M. fasse référence au mystérieux M. Morrison ? Je le crois très probable. La chronologie suggère que votre mari a conclu une transaction commerciale avec Morrison dans les semaines précédant sa mort. » Holmes ferma le journal et fixa Lady Pemberton d'un regard pénétrant. « Je dois vous le demander une fois de plus. Êtes-vous prête à apprendre des vérités sur votre mari qui pourraient s'avérer profondément troublantes ?» Lady Pemberton serra les dents, redoublant de détermination. « Je suis prête à tout ce que l'enquête pourrait révéler, monsieur Holmes. Je n'aurai de cesse que je ne connaisse la vérité sur la mort de Reginald. » Holmes acquiesça d'un signe de tête approbateur. « Très bien. Watson et moi aurons besoin d'accéder aux papiers et à la correspondance de votre mari. De plus, j'aimerais examiner sa chambre et toutes les autres pièces qu'il utilisait régulièrement. » « Bien sûr. Comme tu veux. » Alors que nous nous préparions à poursuivre notre enquête sur la maison Pemberton, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous commencions seulement à percer les secrets qui avaient l'y conduit à la mort mystérieuse de Sir Reginald. Les lunettes posées sur la chaise vide demeuraient une énigme. Mais une chose était devenue claire. Nous avions affaire à une affaire bien plus complexe qu'une simple affaire de mort naturelle ou de meurtre. Le jeu était bel et bien lancé, et je sentais qu'avant qu'il n'atteigne sa conclusion, nous allions démêler un réseau de tromperies qui s'étendait bien au-delà des limites de cet élégant manoir de Belgrave Square. Chapitre 4. La piste des documents. Le lendemain matin de notre première inspection de la résidence Pemberton, Holmes était dans un état d'intense concentration que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à des développements importants dans ses investigations. Il s'était levé avant l'aube et était assis à notre table de petit déjeuner, entouré d'une collection de journaux, dont les pages étaient démarquées de nombreuses annotations de son écriture caractéristique. « Watson, dit-il sans lever les yeux de sa lecture du Times,
Que sais-tu des récents débats parlementaires concernant les droits miniers coloniaux? J'ai réfléchi à la question tout en beurrant mes toasts. Très peu, j'en ai bien peur. Je sais qu'il y a eu une controverse sur l'attribution des concessions minières en Afrique du Sud, mais les détails m'ont échappé. Holmes plia le journal d'un coup sec et me fixa de ses yeux gris. Alors, permettez-moi de vous éclairer. Il y a 3 semaines, le consortium minier de Lord Ashworth s'est vu attribuer les droits exclusifs sur plusieurs concessions diamantifères très lucratifs dans la région de Kimberley. La décision a été controversée car elle a annulé l'attribution précédente à un consortium dirigé par Sir Marcus Whitfield. Et quel est le rapport avec notre cas? Sir Marcus Whitfield est le gentleman dont les initiales, M.W., apparaissent pas moins de 6 fois dans l'agenda de Sir Reginald au cours du mois précédant sa mort. Holmes sortit l'agenda de la poche de son manteau et l'ouvrit aux pages correspondantes. De plus, j'ai passé les premières heures de la matinée à faire des recherches sur les antécédents de notre mystérieux Monsieur Morrison. Il prit un autre journal, celui-ci portant le titre de la Financial Gazette. James Morrison, ancien employé du ministère des Colonies, a été démis de ses fonctions il y a 2 mois, dans des circonstances que les rapports officiels décrivent comme une conduite irrégulière concernant des documents confidentiels. Incroyable, n'êtes-vous pas d'accord? Je posai ma tasse avec force. Mon Dieu, Holmes, vous insinuez que Sir Reginald était impliqué dans le vol de documents gouvernementaux. Je suggère que Sir Reginald a peut-être découvert certaines informations concernant les concessions minières, qui se sont révélées très précieuses pour les parties intéressées. Voyez la suite des événements. Morrison perd son poste pour mauvaise gestion de documents confidentiels. En quelques semaines, il commence à rendre visite régulièrement à Sir Reginald. Le journal de Sir Reginald fait état de multiples rendez-vous avec une personne portant les initiales M.W., probablement Sir Marcus Whitfield, qui avait toutes les raisons de s'intéresser à des informations susceptibles de remettre en cause les droits miniers de Lord Ashworth. Les implications des déductions de Holmes étaient stupéfiantes. Vous croyez que Sir Reginald a obtenu des documents classifiés de Morrison et les a vendus à Whitfield? Je crois que Sir Reginald exploitait un réseau sophistiqué pour l'acquisition et la vente d'informations sensibles. Morrison fournissait les documents, Whitfield et d'autres fournissaient le marché, et Sir Reginald servait d'intermédiaire, percevant une commission substantielle pour ses services. Holmes se leva de table et commença à arpenter notre cheminée comme à son habitude. Cependant, de telles entreprises sont pleines de dangers. Lorsqu'on traite de secrets, Watson, il faut toujours envisager la possibilité que ses clients préfèrent une solution plus durable au problème de la discrétion. Le bruit des pas de Madame Hudson dans l'escalier interrompit notre discussion, suivi d'un coup sec à notre porte. « Monsieur Holmes, » dit la voix de notre logeuse, « un monsieur de Scotland Yard veut vous voir. Il dit que c'est très urgent. » Holmes et moi avons échangé un regard. « Montrez-lui la voie, Madame Hudson. » L'homme qui entra dans notre salon m'était inconnu, même si son allure m'identifiait immédiatement comme un inspecteur de police. C'était un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants prématurément, et dont le regard pénétrant suggérait une solide expérience des enquêtes criminelles. « Monsieur Holmes, je suis l'inspecteur Morrison de Scotland Yard. Je crois que vous enquêtez sur la mort de Sir Reginald Pemberton. » Les sourcils de Holmes se haussèrent presque imperceptiblement. « Morrison ? Quelle curiosité ! Je vous en prie, inspecteur, asseyez-vous. Que nous vaut cette visite inattendue ?» L'inspecteur Morrison s'installa dans le fauteuil en face de Holmes, l'air grave. « Je suis venu vous informer que l'affaire Pemberton a été classée enquête policière de la plus haute sensibilité. Je vous demande de cesser immédiatement votre enquête et de me remettre tout document que vous auriez pu recueillir lors de votre interrogatoire. » « Vraiment ? Et sur quelle autorité formulez-vous cette demande ?» Morrison sortit un document officiel de la poche de son manteau. « Ordre direct du commissaire, monsieur Holmes. Cette affaire touche à des questions de sécurité nationale qui dépassent le cadre d'une enquête privée. » Holmes accepta le document et le lut attentivement. « Très intéressant. Inspecteur Morrison, auriez-vous par hasard un lien de parenté avec un certain James Morrison, ancien du ministère des Colonies ?» Le sang-froid de l'inspecteur vacilla légèrement. « C'est-à-dire que James Morrison était mon frère cadet. »
Cependant, je ne vois pas le rapport entre cette relation et l'affaire en cours. Ce qui est pertinent, inspecteur, c'est que votre frère rendait souvent visite à Sir Reginald Pemberton dans les semaines précédant sa mort. Étiez-vous au courant de ces rencontres? Le visage de Morrison était devenu tout pâle. Monsieur Holmes, je dois insister pour que vous cessiez immédiatement cette enquête. Vous vous aventurez sur un terrain dangereux. Holmes se pencha en avant sur sa chaise, ses yeux gris brillant d'intérêt. Dangereux pour qui, inspecteur? Pour votre frère? Pour vous-même? Ou pour certaines personnes haut placées qui préféreraient que leur implication dans le trafic illégal de documents gouvernementaux reste secrète? Je vous préviens, monsieur. Non, inspecteur Morrison, je vous préviens. La voix de Holmes avait pris ce ton tranchant qui, je le savais, trahissait sa parfaite maîtrise de la situation. J'ai déjà déduit les éléments essentiels de cette conspiration. Votre frère a obtenu des documents classifiés relatifs aux droits miniers coloniaux. Sir Reginald Pemberton a servi d'intermédiaire pour ces documents, les vendant à des personnes intéressées qui risquaient de tirer profit d'une connaissance anticipée des décisions gouvernementales. Lorsque le complot a menacé d'échouer, l'un des conspirateurs a décidé que la survie de Sir Reginald représentait un risque inacceptable. L'inspecteur Morrison se leva brusquement de sa chaise. « Vous portez des accusations extrêmement graves sans la moindre preuve, monsieur Holmes. »« Vraiment? Alors peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi la canne de votre frère, en acajou avec une pomme en argent, a été retrouvée dans l'allée derrière la résidence Pemberton le lendemain matin de la mort de Sir Reginald ?» Le visage de l'inspecteur devint blême. « C'est impossible. Comment pouvez-vous savoir ?» Holmes sourit d'un air sombre. « Parce que je me suis donné pour mission de procéder à un examen approfondi des environs de la maison Pemberton, inspecteur. La canne de votre frère, portant ses initiales, a été découverte par un agent de la circulation qui l'a apportée au commissariat local. Quelques shillings ont convaincu le sergent de service de me permettre de l'examiner. » Morrison se laissa retomber sur sa chaise, son sang-froid officiel complètement brisé. « Mon Dieu, qu'est-ce que James a fait ?» « Inspecteur, c'est précisément ce que le docteur Watson et moi avons l'intention de découvrir. La question est de savoir si vous nous aiderez à découvrir la vérité ou si vous préférez voir votre frère pendu pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tic-tac de notre horloge et les bruits lointains de la circulation londonienne filtrant par nos fenêtres. L'inspecteur Morrison était assis, la tête entre les mains, visiblement aux prises avec le conflit entre ses fonctions officielles et sa loyauté familiale. « Si je vous aide, » dit-il enfin, « ma carrière sera détruite. Le scandale à lui seul suffirait à me ruiner. »« Si vous ne nous aidez pas, » répondit Holmes calmement, « votre frère pourrait bien être condamné à la potence pour un crime que quelqu'un d'autre a très habilement arrangé pour le mettre à ses pieds. » Morrison leva les yeux, l'air hanté. « Que veux-tu savoir ?»« Tout. L'implication de votre frère auprès de Sir Reginald, la nature des documents qui ont changé de main, et, surtout, l'identité des personnes qui les ont achetés. » Morrison prit une grande inspiration avant de commencer son récit. « James est venu me voir il y a 6 semaines, dans un état de détresse extrême. Il avait été renvoyé du ministère des Colonies pour avoir soustrait certains documents sans autorisation. Il prétendait avoir eu l'intention de les restituer, mais que quelqu'un l'avait approché pour lui proposer de l'argent en échange de copies. Sir Reginald Pemberton? Non, un tout autre homme, un gentleman qui se présentait seulement comme représentant des parties intéressées. James était désespéré. Il avait des dettes de jeu qu'il ne pourrait jamais rembourser avec son salaire de commis. Cette offre semblait être une solution miracle. Holmes hocha la tête d'un air encourageant. « Continue. » James fit des copies de plusieurs documents relatifs aux concessions minières et les remit à ce mystérieux monsieur. Cependant, au lieu de recevoir le paiement, on lui annonça que des documents supplémentaires seraient requis. C'est alors qu'il fut dirigé vers Sir Reginald Pemberton. Qui était l'acheteur réel des documents? Apparemment oui. Sir Reginald versa à James des sommes importantes pour obtenir des copies de divers dossiers du Colonial Office. Cependant, à mesure que le stratagème se poursuivait, James devint de plus en plus effrayé. Il comprit qu'il était impliqué dans quelque chose de bien plus grave qu'il ne l'avait initialement imaginé. Holmes se renversa dans son fauteuil,
les doigts croisés devant son visage. « Et la rencontre finale entre votre frère et sœur Reginald ?» La voix de Morrison baissa à peine. James se rendit chez sœur Reginald ce soir-là pour lui annoncer qu'il ne pouvait plus continuer. Il avait décidé de tout avouer à ses supérieurs et d'en assumer les conséquences. Sir Reginald était furieux. Il disait que les aveux de James les détruiraient tous. Ils se sont disputés. James a déclaré qu'il s'agissait plus d'une discussion animée que d'une dispute. Sir Reginald a tenté de le convaincre de poursuivre l'arrangement, en lui proposant des sommes toujours plus importantes. Devant le refus de James, Sir Reginald s'est montré très menaçant. Menacé de quelle manière? Il a affirmé que James était déjà trop impliqué pour se retirer. Il a laissé entendre que si James tentait d'avouer, certains éléments seraient produits qui le feraient apparaître comme le cerveau de toute l'opération plutôt que comme un simple pion. Les yeux de Holmes brillèrent d'intérêt. « Et comment votre frère a-t-il réagi à ces menaces ?» Morrison perdit tout son sang-froid. James dit qu'il avait complètement perdu son sang-froid. Il cria sur Sir Reginald, le traitant de maître chanteur et de crapule. Puis il sortit précipitamment de la maison, abandonnant sa canne dans sa hâte de partir. Et Sir Reginald était vivant quand ton frère est parti. James le jure sur la tombe de sa mère. Sir Reginald était vivant et menaçait de le perdre, mais il était bel et bien vivant. Holmes se leva et commença à faire les 100 pas devant la cheminée. « Inspecteur Morrison, où est votre frère maintenant ?»« En cachette. » Lorsque la nouvelle de la mort de Sir Reginald lui parvint, James fut pris de panique. Il comprit à quel point sa visite serait suspecte, surtout après la découverte de sa canne près de la maison. « Vous avez été en communication avec lui ?» Morrison hocha la tête, lamentablement. « Il m'envoie des messages par des intermédiaires. Il a peur d'être arrêté pour meurtre. Ses craintes ne sont pas infondées. Cependant, je crois que votre frère est innocent de la mort de Sir Reginald, même s'il est peut-être coupable de trahison concernant le vol de documents. » Morrison leva les yeux, plein d'espoir. « Tu crois vraiment que James n'a pas tué Sir Reginald ? Je crois que votre frère était censé être reconnu coupable du meurtre de Sir Reginald. La canne abandonnée, la vive dispute la nuit du décès, tout cela constitue un modèle des plus pratiques pour le véritable meurtrier. » Holmes s'arrêta et fixa l'inspecteur Morrison d'un regard pénétrant. « Cependant, si nous voulons prouver l'innocence de votre frère, nous devons agir vite. Pourriez-vous organiser une rencontre avec lui ? Ce serait extrêmement dangereux. Si mes supérieurs découvraient que j'étais en contact avec James. »« Inspecteur Morrison, » dit Holmes d'une voix calme, « votre frère est actuellement le principal suspect dans une affaire de meurtre touchant à la sécurité nationale. Sa situation ne fera que s'aggraver avec le temps. Si vous voulez le sauver, vous devez agir maintenant. » Morrison hésita un instant avant de finalement hocher la tête. « Je peux organiser une rencontre, mais elle doit se dérouler dans le plus grand secret. » Naturellement, le docteur Watson et moi avons une grande expérience en la matière. Alors que l'inspecteur Morrison partait prendre les dispositions nécessaires, je me tournai vers Holmes avec une admiration croissante pour ses pouvoirs de déduction. « Holmes, comment as-tu connu la canne ?» Il sourit avec une satisfaction discrète. « Je ne l'ai pas fait, Watson. C'était simplement une déduction logique basée sur les preuves que nous avions recueillies. James Morrison a quitté la maison de Sir Reginald dans un état d'agitation considérable. Jamieson l'a confirmé. Dans de telles circonstances, il aurait été tout à fait normal qu'il oublie un objet personnel. Une canne semblait le candidat le plus probable. « Et vous êtes certain qu'il est innocent du meurtre ?» L'expression de Holmes devint pensive. « Je suis certain que James Morrison n'était pas censé être le tueur, Watson. Son innocence est une question que nous n'avons pas encore résolue de manière définitive. Cependant, je suis de plus en plus convaincu que la mort de Sir Reginald a été orchestrée par quelqu'un de bien plus rusé qu'un employé désespéré du Colonial Office. » Les pièces du puzzle commençaient à se préciser, même si de nombreuses questions restaient sans réponse. Alors que nous nous préparions pour notre rencontre clandestine avec James Morrison, je ne pouvais m'empêcher de me demander quelles révélations supplémentaires nous attendaient dans cette affaire des plus complexes et dangereuses. Chapitre 5. Le commis effrayé.
Le quartier des entrepôts de Rotherhithe offrait un cadre idéal pour notre rendez-vous clandestin avec James Morrison. L'inspecteur Morrison avait fixé le rendez-vous à 22 heures ce soir-là, choisissant un lieu suffisamment éloigné des repères habituels de la police et des criminels, tandis que notre fiacre sillonnait les rues étroites bordées de bâtiments commerciaux plongés dans l'obscurité. Je ne pus m'empêcher de réfléchir aux circonstances étranges qui nous avaient conduits dans ce coin désolé de Londres. Holmes était assis à côté de moi, silencieux et contemplatif, son profil aiguisé parfois éclairé par la lumière du gaz des lampadaires. Il avait passé l'après-midi à préparer intensément cette rencontre, passant en revue chaque détail de l'affaire et formulant les questions qui pourraient élucider les derniers mystères entourant la mort de Sir Reginald Pemberton. « Souviens-toi, Watson », murmura-t-il tandis que notre taxi s'arrêtait devant un bâtiment en briques quelconque. « Nous avons affaire à un homme qui se croit complice d'un meurtrier, voire le meurtrier lui-même. La peur rend les hommes imprévisibles, et le désespoir peut pousser même l'âme la plus timide à la violence. » Le bâtiment choisi par l'inspecteur Morrison était un entrepôt de meubles désaffectés, aux fenêtres obscures et à l'entrée sécurisée par de lourdes chaînes. Cependant, une porte latérale était légèrement entr'ouverte, ne révélant rien d'autre qu'une obscurité impénétrable. Holmes sortit une petite lanterne tamisée de sous son manteau et ouvrit la voie vers l'intérieur obscur du bâtiment. L'entrepôt était rempli de meubles aux formes fantomatiques, enveloppés de voiles. Chaises, tables et armoires, recouvertes de draps, qui leur donnaient l'apparence de spectres dans la pénombre. Nos pas résonnaient sourdement sur le parquet tandis que nous nous dirigions vers l'arrière du bâtiment, où l'inspecteur Morrison nous avait indiqué que nous trouverions son frère. « Morrison » appela doucement Holmes dans l'obscurité. « Ici » dit une voix tremblante derrière un ensemble particulièrement imposant de meubles couverts. L'inspecteur Morrison a dit que vous souhaitiez me parler. James Morrison émergea de sa cachette comme une créature sortant d'hibernation. C'était en effet un homme grand et mince, comme Jamieson l'avait décrit, mais son apparence actuelle ne ressemblait guère à celle du distingué gentleman qui avait autrefois rendu visite à Sir Reginald. Ses vêtements étaient froissés et tachés, ses cheveux en bataille, et son visage portait les marques évidentes de nuit blanche et d'une anxiété constante. Holmes leva sa lanterne pour mieux éclairer. « Monsieur Morrison, je suis Sherlock Holmes, et voici mon collègue, le docteur Watson. Nous enquêtons sur la mort de Sir Reginald Pemberton, et nous pensons que vous pourrez nous aider à établir la vérité sur ce qui s'est passé. » Le regard de Morrison oscillait nerveusement entre Holmes et moi. « J'ai tout dit à mon frère. Je n'ai pas tué Sir Reginald, si c'est ce que vous pensez. Il était vivant quand j'ai quitté sa maison ce soir-là. »« Je suis enclin à vous croire, » répondit calmement Holmes. « Cependant, j'ai besoin que vous me fournissiez un récit complet de votre relation avec Sir Reginald, sans omettre aucun détail, aussi insignifiant soit-il. » Morrison jeta un coup d'œil circulaire dans l'entrepôt plongé dans l'ombre, comme s'il s'attendait à voir des poursuivants surgir de tous les coins. « Pouvez-vous garantir ma sécurité si je coopère avec vous ? » « Je peux vous garantir que votre situation ne fera qu'empirer si vous ne coopérez pas. Vous êtes actuellement le principal suspect dans une enquête pour meurtre. Votre seul espoir de laver votre honneur est de nous aider à identifier le véritable meurtrier. » Morrison hocha la tête à contre-cœur et s'installa sur une caisse poussiéreuse. « Très bien. Tout a commencé il y a 8 semaines, lorsqu'un homme m'a contacté, prétendant représenter certains intérêts commerciaux préoccupés par les concessions minières coloniales. Quel est le nom de ce monsieur ? Il ne m'en a jamais fourni. Il m'a simplement dit que je pouvais l'appeler Monsieur Smith. C'était un homme d'âge mûr, bien habillé, avec une cicatrice caractéristique qui allait de son oreille gauche au coin de sa bouche. Holmes échangea un regard significatif avec moi. « Continue. » Monsieur Smith a déclaré que ses dirigeants avaient des raisons de croire que les décisions relatives aux concessions minières étaient influencées par des facteurs autres que les critères d'évaluation officiels. Il m'a proposé une somme substantielle pour fournir des copies de certains documents susceptibles de confirmer ou d'infirmer ses soupçons. Et tu étais d'accord ? Le visage de Morrison rougit de honte.
J'étais désespéré, monsieur Holmes. Mes dettes de jeu avaient atteint un tel point que mes créanciers menaçaient de recourir à la violence. La somme offerte par monsieur Smith aurait entièrement réglé mes dettes. Quels documents avez-vous fournis? Dans un premier temps, des copies des rapports d'évaluation des différents consortiums miniers. Ensuite, la correspondance entre le ministère des colonies et les entreprises impliquées dans le processus d'appel d'offres. Enfin, des copies des notes internes expliquant les raisons des décisions finales. Holmes se pencha en avant avec attention. Et ces documents ont été remis à M. Smith? Non. C'est là que les choses ont changé. Après avoir fourni le premier jeu de documents, M. Smith m'a informé que l'achat serait géré par une autre partie, Sir Reginald Pemberton. Il a précisé que Sir Reginald était spécialisé dans le transfert discret d'informations sensibles. Quand avez-vous rencontré Sir Reginald pour la première fois? Il y a 6 semaines. Il m'a reçu dans son bureau et m'a expliqué qu'il gérait un service destiné aux hommes souhaitant accéder à des informations difficiles d'accès par les canaux traditionnels. Les yeux de Holmes brillèrent d'intérêt. Il a décrit ses activités en ces termes? Exactement. Il a abordé la question avec un naturel neutre, comme s'il s'agissait d'acheter des actions de compagnies ferroviaires ou des obligations d'État. Il a affirmé que l'information n'était qu'une marchandise parmi d'autres, et qu'il n'y avait rien de fondamentalement répréhensible à faciliter son transfert entre parties consentantes. Et vous avez trouvé ces arguments convaincants? La voix de Morrison devint défensive. Il a fait semblant d'être raisonnable, monsieur Holmes. Il a dit que les documents que je fournissais serviraient à la cause de la justice en dénonçant la corruption dans le processus d'attribution des concessions minières. Il m'a convaincu que je rendais un service public, pour lequel vous avez été généreusement rémunéré. Oui, admit Morrison à voix basse. Sir Reginald me payait plus pour chaque lot de documents que ce que j'aurais gagné en 6 mois au Colonial Office. Holmes commença à arpenter les meubles enveloppés, ses pas résonnant dans le vaste espace. Parlez-moi de votre dernière rencontre avec Sir Reginald. L'agitation de Morrison s'intensifia visiblement. À ce moment-là, j'avais commencé à comprendre la véritable nature de mon implication. J'ai compris que les documents étaient vendus non pas pour dénoncer la corruption, mais pour permettre au consortium de Sir Marcus Whitfield de contester les droits miniers de Lord Ashworth par voie de justice. Et cela vous a troublé? Cela m'a terrifié, monsieur Holmes. J'ai compris que j'avais trahi mon pays pour l'argent. J'ai décidé que je devais tout avouer et en assumer les conséquences. Alors vous êtes allé voir Sir Reginald pour l'informer de votre décision? Oui. Je m'attendais à ce qu'il soit déçu, voire en colère. Je m'y attendais. En revanche, je n'étais pas préparé à sa réaction. Holmes s'arrêta de marcher et fixa Morrison de son regard pénétrant. Lequel? Il est devenu furieux. Il a déclaré que mes aveux me détruiraient, ainsi que plusieurs autres innocents. Il a affirmé que les documents que j'avais fournis faisaient la partie d'une opération bien plus vaste et que mon retrait compromettrait des activités vitales pour les intérêts britanniques. « Tu l'as cru ?» Morrison secoua la tête avec insistance. À ce stade, je ne croyais plus rien de ce que Sir Reginald me disait. J'avais compris qu'il était un maître manipulateur, prêt à tout pour parvenir à ses fins. Comment s'est terminée la conversation? La voix de Morrison baissa à peine jusqu'à un murmure. Sir Reginald devint très menaçant. Il dit que si je tentais d'avouer, il veillerait à ce que des preuves soient produites démontrant que j'étais le cerveau de toute l'opération de vol de documents. Il prétendait détenir des lettres de ma main qui corroboreraient une telle histoire. Des lettres que tu n'avais pas réellement écrites? Exactement. Il m'a montré plusieurs feuilles de papier portant ce qui semblait être mon écriture, mais contenant des déclarations que je n'avais jamais faites. Les faux étaient très habiles. Je pouvais à peine les distinguer de mon écriture réelle. Holmes hocha la tête, pensif. Et votre réponse à ces menaces? J'ai complètement perdu mon sang-froid. J'ai dit à Sir Reginald exactement ce que je pensais de lui et de ses activités criminelles. J'ai peut-être employé un langage assez dur. L'altercation est-elle devenue physique? Non, absolument pas. Je lui ai crié dessus, je l'ai traité de tous les noms, mais je n'ai jamais levé la main sur lui. Après avoir dit ce que j'avais à dire, j'ai claqué la porte de son bureau et j'ai quitté la maison immédiatement. « Tu as laissé ta canne derrière toi ?» Morrison parut perplexe. « Une canne? Je n'en ai pas, monsieur Holmes.
Je n'en ai jamais possédé une. Holmes et moi avons échangé des regards surpris. Vous en êtes certain? Absolument certain. Je suis en parfaite santé et je n'ai jamais eu besoin de canne, quelle qu'en soit la raison. Holmes resta silencieux quelques instants, les sourcils froncés par une intense concentration. Monsieur Morrison, je voudrais que vous réfléchissiez bien à la question suivante. Lors de vos entretiens avec Sir Reginald, avez-vous déjà aperçu une canne dans son bureau, en acajou avec un pommeau en argent? Morrison réfléchit attentivement à la question. Maintenant que vous le dites, oui. Il y avait une telle canne sur un support près de son bureau. J'ai supposé qu'elle appartenait à Sir Reginald. Mais tu ne l'as jamais vu l'utiliser? Non, jamais. En fait, je n'ai jamais vu Sir Reginald avec une quelconque aide à la marche. Il se déplaçait très librement dans son bureau. Les yeux de Holmes s'illuminèrent d'une soudaine compréhension. Très éclairant. Monsieur Morrison, je crois que nous commençons à aborder la vérité. Voulez-vous dire que je ne suis pas soupçonné du meurtre de Sir Reginald? Je veux dire que vous avez été manipulé de la manière la plus habile par quelqu'un qui souhaitait vous faire passer pour coupable de ce meurtre. La canne retrouvée près de la maison des Pemberton a été placée là délibérément pour vous impliquer dans le crime. Le soulagement de Morrison était palpable. Mais qui ferait une chose pareille? Et pourquoi? Holmes se dirigeait déjà vers la sortie de l'entrepôt. Ce sont précisément les questions auxquelles le docteur Watson et moi avons l'intention de répondre, monsieur Morrison. Cependant, je vous conseille vivement de rester caché jusqu'à ce que nous ayons résolu cette affaire. La personne qui a tué Sir Reginald et a tenté de vous accuser du crime n'hésitera pas à vous éliminer si elle vous perçoit comme une menace persistante. Alors que nous revenions dans les rues sombres de Rotherhithe, je pouvais voir que l'esprit de Holmes fonctionnait à pleine capacité, traitant les nouvelles informations que nous avions obtenues et les intégrant à ses théories existantes sur l'affaire. « Holmes, dis-je alors que notre taxi tournait sur une artère mieux éclairée, si James Morrison n'a jamais possédé de canne, alors quelle canne a été retrouvée derrière la maison Pemberton? » Les yeux de Holmes brillaient de cette lueur familière du triomphe intellectuel. « Voilà, Watson, la question qui nous mènera directement au meurtrier de Sir Reginald Pemberton. La canne n'était pas la preuve de la culpabilité de James Morrison, mais la preuve de la ruse extraordinaire d'un autre. L'affaire commençait à révéler sa véritable complexité, et je sentais que nous approchions de la phase critique de l'enquête de Holmes. Les lunettes sur la chaise vide, les fausses entrées du journal, la canne plantée, tout cela constituait un puzzle complexe destiné à dissimuler l'identité d'un tueur des plus intelligents et dangereux. Alors que notre taxi retournait vers Baker Street, je me demandais quelles révélations supplémentaires nous attendaient dans les jours à venir, et si nous serions capables de démasquer le véritable coupable avant qu'il ne frappe à nouveau. Chapitre 6. La seconde mort. Le matin apporta un événement qui transforma notre enquête, passant d'une énigme complexe à une question urgente. J'avais à peine terminé mon petit déjeuner que Madame Hudson apparut à notre porte, l'air profondément angoissé. « Monsieur Holmes, annonça-t-elle à bout de souffle, il y a un agent en bas avec des nouvelles très inquiétantes. Il dit qu'il y a eu un autre décès et que vous devez venir immédiatement. » Holmes posa sa tasse de café avec précaution, même si je pouvais lire l'intérêt vif qui brillait dans ses yeux gris. « Un autre décès? L'agent a-t-il fourni des détails? » « Il dit qu'un homme a été retrouvé mort dans son appartement ce matin, monsieur. Quelqu'un a appelé Sir Marcus Whitfield. L'inspecteur de police a expressément requis votre présence sur les lieux. » Ce nom frappa Holmes et moi-même avec une force considérable. Sir Marcus Whitfield, celui-là même dont les initiales apparaissaient à plusieurs reprises dans l'agenda de Sir Reginald Pemberton, et dont le consortium minier avait perdu les lucratives concessions sud-africaines au profit du groupe de Lord Ashworth. Holmes attrapait déjà son manteau. « Watson, il semble que notre enquête ait pris une tournure très sérieuse. Si Sir Marcus Whitfield a connu une fin prématurée, nous avons peut-être affaire à un tueur qui efface systématiquement toute trace de la conspiration des documents. » En quelques minutes, nous sillonnions les rues de Londres à bord d'un fourgon de police, accompagné de l'agent Matthews,
un jeune policier dont la nervosité évidente suggérait qu'il s'agissait de sa première expérience de mort violente. Alors que nous nous dirigions vers la résidence de Sir Marcus à Grosvenor Square, Holmes interrogea l'agent sur les circonstances de la découverte. « Le monsieur a été retrouvé par son valet à 7 heures ce matin, monsieur », rapporta Matthews. Il semblait être mort dans son sommeil, paisiblement. Mais l'inspecteur Morrison de Scotland Yard, a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la scène qui méritait votre attention. Holmes haussa les sourcils à la mention de l'inspecteur Morrison. Vraiment? Et qu'est-ce que l'inspecteur Morrison a trouvé de suspect dans la mort de Sir Marcus? Je ne peux pas vraiment le dire, monsieur. L'inspecteur vient de marmonner quelque chose à propos de lunettes et m'a dit d'aller vous chercher immédiatement. Holmes et moi avons échangé des regards significatifs. La mention de lunettes en lien avec une autre mort suspecte était bien trop significative pour être une coïncidence. La résidence de Sir Marcus Whitfield s'avéra être une imposante maison de ville, témoignant d'une richesse considérable et d'un goût raffiné. En approchant de l'entrée principale, je remarquai la petite foule de curieux qui s'étaient rassemblés malgré l'heure matinale, témoignant de la rapidité avec laquelle les nouvelles d'événements inhabituels se répandaient dans les quartiers les plus chics de Londres. L'inspecteur Morrison nous accueillit à la porte, le visage grave et l'air beaucoup plus coopératif que lors de notre précédente rencontre. La tension des derniers jours transparaissait clairement sur son visage, et je soupçonnais que notre rencontre avec son frère l'avait convaincu de la sagesse d'une coopération totale avec Holmes dans son enquête. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, merci d'être venu si rapidement. Je pense que nous avons peut-être un lien avec l'affaire Pemberton. » Holmes retira son chapeau et ses gants avec une rapidité et une efficacité redoutables. « Quelles sont les circonstances de la mort de Sir Marcus? À première vue, cela semble parfaitement naturel. Sir Marcus a été retrouvé dans son lit, apparemment mort paisiblement pendant la nuit. Le médecin de famille, le docteur Hartwell, a examiné le corps et n'a constaté aucun signe de violence ou de détresse. Il était prêt à délivrer un certificat de mort naturelle. Mais vous avez détecté quelque chose qui vous a troublé? L'inspecteur Morrison nous a conduits à travers le hall d'entrée élégamment décoré jusqu'à l'escalier principal. C'est la disposition de certains objets dans la chambre de Sir Marcus qui a retenu mon attention. Après notre discussion sur l'affaire Pemberton, je me suis mis à examiner plus attentivement des détails qui auraient pu paraître insignifiants. Nous montâmes au 2e étage, où l'inspecteur Morrison s'arrêta devant une lourde porte en chêne. La chambre est exactement comme je l'ai trouvée. Je n'ai laissé personne la déranger. La chambre était spacieuse et luxueusement meublée, dominée par un grand lit à baldaquin dans lequel Sir Marcus Whitfield reposait, apparemment paisible. C'était un homme d'environ 55 ans, aux cheveux argentés et aux traits aristocratiques, qui demeurait calme même après la mort. Il avait les mains jointes sur la poitrine, et son expression exprimait une tranquillité parfaite. Holmes s'approcha du lit avec son attention méthodique et minutieuse qui le caractérisait. « La position paraît tout à fait naturelle, » observa-t-il. « Aucun signe de lutte ou de détresse. » « Qu'est-ce qui vous a particulièrement perturbé, inspecteur Morrison ?» Morrison s'approcha d'une petite table près de la fenêtre. « Voici, monsieur Holmes, les lunettes de lecture de Sir Marcus. » Sur la table se trouvait une paire de lunettes à monture dorée, disposées avec soin à côté d'un livre relié en cuir et d'un verre d'eau. À première vue, l'ensemble semblait parfaitement ordinaire. La disposition naturelle qu'on attendrait d'un gentleman se préparant à dormir après une soirée de lecture. Holmes examina les lunettes à la loupe, prêtant une attention particulière à leur positionnement et à la surface sous-jacente. « Très intéressant. Watson, qu'observez-vous dans cet arrangement? » J'ai examiné la table attentivement. Les lunettes semblent avoir été placées avec un soin considérable. L'alignement est très précis, parallèle au bord de la table et à égale distance du livre et du verre d'eau. Excellent. Et que déduisez-vous d'un placement aussi précis? Celui qui les a positionnés avait le souci de créer une impression particulière. La disposition est trop parfaite pour être naturelle. Elle suggère le travail d'un esprit méthodique et minutieux.
Holmes hocha la tête en signe d'approbation avant de porter son attention sur d'autres aspects de la pièce. Il examina les fenêtres, testa les serrures et étudia la moquette à la recherche de traces ou de perturbations inhabituelles. Tout au long de son enquête, l'inspecteur Morrison observa la scène avec une fascination croissante. « Inspecteur, » dit Holmes sans interrompre son examen, « que pouvez-vous me dire sur les activités récentes de Sir Marcus ? A-t-il reçu des visites inhabituelles? Des menaces ?» Morrison consulta son carnet. D'après son valet, Sir Marcus était très agité ces dernières semaines. Il avait renforcé les mesures de sécurité de sa résidence et avait commencé à varier ses occupations quotidiennes. Le valet mentionna que Sir Marcus semblait particulièrement préoccupé par sa correspondance personnelle. Sa correspondance? A-t-on trouvé des éléments qui pourraient être pertinents pour notre enquête? Voilà un autre aspect curieux de cette affaire, monsieur Holmes. L'étude de Sir Marcus montre des preuves évidentes d'un brûlage récent de documents. La cheminée contient les restes d'une quantité importante de papier, brûlés il y a 1 ou 2 jours. Les yeux de Holmes brillèrent d'intérêt. Très éclairant. Pourrions-nous examiner l'étude? Le bureau s'est avéré être une pièce bien aménagée, remplie de textes juridiques et de documents commerciaux. Cependant, il était immédiatement évident que quelqu'un avait procédé à une fouille minutieuse des lieux. Les tiroirs du bureau étaient là partiellement ouverts, des papiers étaient éparpillés sur diverses surfaces, et le coffre-fort dans un coin présentait des traces d'utilisation récente. Holmes s'agenouilla devant la cheminée et commença à examiner les résidus de cendres à la loupe. Du papier de haute qualité, récemment brûlé. Plusieurs types différents, à en juger par les différentes caractéristiques des cendres. Inspecteur Morrison, Sir Marcus était-il connu pour détruire systématiquement sa correspondance? D'après son valet, c'est tout le contraire. Sir Marcus était méticuleux quant à la conservation de tous les documents commerciaux. Brûler des papiers était un comportement tout à fait inhabituel. Holmes se leva et se dirigea vers le bureau, où il commença à examiner les papiers éparpillés avec une minutie systématique. Il semble s'agir de correspondances professionnelles courantes, sans intérêt particulier. Cependant, le déroulement de la recherche suggère que quelqu'un cherchait des documents précis. La même personne qui a arrangé les lunettes de Sir Marcus avec tant de soin? C'est possible. Ou peut-être avons-nous affaire à 2 personnes différentes. L'une a fouillé le bureau, l'autre a organisé la scène de la chambre. Holmes marqua une pause dans son examen et fixa l'inspecteur Morrison d'un regard pénétrant. Quel était le lien de parenté entre Sir Marcus et votre frère? Le malaise de Morrison fut immédiatement perceptible. Je crois que James a mentionné Sir Marcus comme l'un des individus ayant acheté des documents grâce à l'opération de Sir Reginald Pemberton. Cependant, je ne pense pas qu'ils se soient jamais rencontrés directement. Pourtant, Sir Marcus aurait été au courant du rôle de votre frère dans le vol du document? Vraisemblablement oui. Holmes reprit son examen du bureau, s'intéressant particulièrement à un porte-document en cuir ouvert sur le bureau. Ce porte-document a été vidé récemment. Notez les marques sur le cuir où étaient rangés les documents et l'absence de tout papier malgré des traces évidentes d'utilisation récente. J'ai rejoint Holmes au bureau et j'ai pu constater les traces révélatrices laissées par les documents retirés du porte-document. Quel genre de documents Sir Marcus avait-il bien pu conserver dans un tel porte-document? Étant donné son implication dans la controverse sur la concession minière, j'oserais supposer qu'il s'agissait des mêmes documents que votre frère a fournis dans le cadre de l'opération de Sir Reginald, répondit Holmes, adressant son commentaire à l'inspecteur Morrison. Mais si Sir Marcus était en possession de ces documents, pourquoi quelqu'un l'aurait-il tué? Il était sûrement du même côté que les autres conspirateurs? L'expression de Holmes devint pensive. Cela suppose, inspecteur Morrison, que toutes les parties impliquées dans cette conspiration partageaient les mêmes objectifs ultimes. Imaginez la possibilité que Sir Marcus ait commencé à représenter une menace pour d'autres membres du groupe. De quelle manière? Peut-être s'inquiétait-il des risques liés à leurs activités. Peut-être envisageait-il des aveux ou une coopération avec les autorités. Ou peut-être avait-il découvert quelque chose sur ses complices qui le rendait dangereux pour leur liberté. Un bruit de pas dans le couloir interrompit notre discussion. Un instant plus tard, un homme grand et distingué entra dans le bureau,
dont l'allure identifiait immédiatement une personnalité d'une autorité considérable. « Inspecteur Morrison, je suis Lord Ashworth. J'ai cru comprendre que Sir Marcus Whitfield est décédé dans des circonstances suspectes. » Holmes et moi avons échangé un regard face à ce développement inattendu. Lord Ashworth, celui-là même dont le consortium minier avait bénéficié de la décision du Colonial Office que Sir Marcus avait cherché à annuler en achetant des documents volés. L'inspecteur Morrison s'avança avec une déférence évidente. « Lord Ashworth, oui, Sir Marcus a été retrouvé mort ce matin. Puis-je vous demander ce qui vous amène ici ?» Lord Ashworth avait l'air grave. « Sir Marcus m'a contacté hier soir pour me demander une réunion urgente. Il prétendait détenir des informations cruciales concernant les décisions relatives aux concessions minières. Son absence à la réunion prévue ce matin m'a inquiété. » Holmes s'avança avec sa franchise habituelle. « Lord Ashworth, je suis Sherlock Holmes et voici le docteur Watson. Nous enquêtons sur la mort de Sir Marcus, en lien avec un autre décès récent. De quoi Sir Marcus souhaitait-il discuter exactement avec vous ?» Lord Ashworth observa Holmes avec un intérêt évident. « Monsieur Holmes, votre réputation vous précède. Sir Marcus était très perturbé lorsqu'il m'a contacté. Il m'a dit avoir découvert des preuves de corruption dans le processus d'attribution des concessions minières et qu'il souhaitait en informer pleinement les autorités compétentes. » Des preuves de corruption impliquant qui ? Il n'a pas précisé, mais il a laissé entendre que des personnalités haut placées étaient impliquées. Il semblait particulièrement préoccupé par les documents volés au Colonial Office. Les yeux de Holmes brillèrent d'un vif intérêt. « Sir Marcus a-t-il mentionné des noms ? Des individus qu'il soupçonnait d'avoir commis des actes répréhensibles ? » Il a mentionné un certain Morrison, un employé qui avait fourni des documents confidentiels à diverses parties. Il a également parlé d'un certain Pemberton, qui avait servi d'intermédiaire dans ces transactions. L'inspecteur Morrison était devenu tout pâle pendant cet échange, mais il restait silencieux. « Lord Ashworth, » continua Holmes, « savez-vous que Sir Reginald Pemberton et le greffier Morrison sont maintenant morts ?» Le sang-froid de Lord Ashworth vacillait visiblement. « Morts ? Tous les deux ? Mon Dieu, que se passe-t-il ici ? » C'est précisément ce que nous cherchons à déterminer. Cependant, je vous conseille vivement de prendre des précautions pour votre propre sécurité. Si nos théories sont exactes, quelqu'un élimine systématiquement tous les témoins de la conspiration des documents. Alors que nous nous apprêtions à quitter la résidence de Sir Marcus, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la complexité croissante de notre enquête. 3 hommes liés à l'opération de vol de documents, Sir Reginald Pemberton, Sir Marcus Whitfield et potentiellement James Morrison, étaient désormais morts ou en danger de mort. Les spectacles soigneusement disposés sur les 2 scènes de crime suggéraient un tueur au sens du symbolisme pervers, quelqu'un qui prenait plaisir à apposer sa signature sur ses crimes. Le jeu était en effet devenu mortellement sérieux, et je craignais qu'avant d'atteindre sa conclusion, nous rencontrions d'autres victimes de cet adversaire des plus rusés et des plus impitoyables. Holmes, comme s'il lisait dans mes pensées, se tourna vers moi tandis que nous descendions le perron de Sir Marcus. « Watson, nous ne sommes plus face à un simple meurtre motivé par le profit. Nous sommes face à un esprit d'une ruse exceptionnelle, quelqu'un qui tue non seulement pour éliminer des témoins gênants, mais aussi pour envoyer un message à ceux qui pourraient être tentés de suivre son exemple. » Quel genre de message ? Les yeux gris de Holmes exprimaient une froide détermination. Ceux qui trafiquent des secrets volés le font à leur risque et péril, et la justice, d'une certaine manière, finira inévitablement par les trouver. Chapitre 7. La révélation finale. Les pièces du puzzle s'étaient éparpillées devant nous, tels les fragments d'un miroir brisé, chacune reflétant une partie de la vérité tout en masquant l'image complète. Ce n'est qu'à notre retour à Baker Street cet après-midi-là que Holmes a finalement rassemblé ces fragments en un tout cohérent et dévastateur. « Watson, » dit-il en s'installant dans son fauteuil devant la cheminée, l'air satisfait d'un homme qui vient de résoudre une équation mathématique particulièrement complexe. « Je crois qu'il est temps de démasquer notre assassin. Auriez-vous l'amabilité d'envoyer un télégramme à Lady Pemberton, lui demandant de se présenter immédiatement ici ?
Et peut-être pourriez-vous également contacter l'inspecteur Morrison et lui demander de se joindre à nous. Vous avez résolu l'affaire ? Les yeux de Holmes brillaient de cette lueur familière du triomphe intellectuel. J'ai fait plus que résoudre le mystère, Watson. J'ai découvert un réseau de tromperies si complexe, si soigneusement construit, qu'il a presque atteint son but ultime. En moins d'une heure, notre salon s'était transformé en salle d'audience improvisée. Lady Pemberton était assise avec une immobilité rigide, même si je percevais la tension nerveuse qui trahissait son trouble intérieur. L'inspecteur Morrison se tenait près de la fenêtre, son carnet à portée de main, tandis que Lord Ashworth, qui avait insisté pour être présent après avoir appris la percée de Holmes, occupait le siège le plus proche de la porte. Holmes se leva et commença à arpenter la cheminée comme à son habitude, les mains jointes dans le dos. « Mesdames et messieurs, nous enquêtons non pas sur un meurtre, mais sur deux, bien qu'une seule des victimes ait été tuée par un être humain. Sir Marcus Whitfield était mort de cause naturelle, provoquée par le stress extrême de sa situation. Sir Reginald Pemberton, en revanche, a été assassiné par un homme d'une ruse et d'une patience extraordinaire. » Lady Pemberton se pencha en avant sur sa chaise. « Monsieur Holmes, dites-vous que mon mari a bel et bien été tué ? » »« Très certainement, Lady Pemberton. Votre mari a été assassiné par quelqu'un qui connaissait intimement ses habitudes, qui avait accès à son bureau privé et qui possédait à la fois les moyens et le mobile de l'éliminer définitivement. » Holmes marqua une pause et fixa chacun de nos invités d'un regard pénétrant. La clé de tout ce mystère résidait dans les lunettes, non seulement leur emplacement, mais leur présence même à des endroits où elles n'auraient pas dû être trouvées. « J'ai bien peur de ne pas vous suivre, » intervint Lord Ashworth. « Alors permettez-moi d'éclaircir la question. Sir Reginald Pemberton a bien été assassiné, mais pas par James Morrison, ni par aucun des suspects évidents de la conspiration des documents. Il a été tué par quelqu'un qui avait découvert ses activités illégales et avait décidé de servir de juge, de jury et de bourreau. » Holmes s'approcha de notre cheminée et prit une petite fiole de liquide incolore. « Sir Reginald a été empoisonné, messieurs. Empoisonné avec une substance si subtile, si soigneusement choisie, qu'elle provoquerait tous les symptômes d'une insuffisance cardiaque, sans laisser de traces visibles lors d'un examen médical conventionnel. » L'inspecteur Morrison s'avança. Mais l'autopsie n'a révélé aucun signe d'empoisonnement. Parce que le poison utilisé reproduisait si parfaitement les effets d'un arrêt cardiaque que seule une analyse chimique très sophistiquée pouvait en révéler la présence. Notre tueur a choisi cette méthode précisément parce qu'elle garantissait que la mort de Sir Reginald paraissait naturelle. « Mais comment le poison a-t-il été administré ?» demanda Lady Pemberton d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Holmes sourit d'un air sombre. Grâce au cognac du soir de Sir Reginald, le tueur savait que Sir Reginald prenait systématiquement un verre de cognac chaque soir en travaillant dans son bureau. Le soir de sa mort, ce cognac contenait suffisamment d'extrait de digitaline pour arrêter son cœur en quelques minutes. Digitalis ? Lord Ashworth parut perplexe. Une substance dérivée de la digitale, couramment utilisée à petite dose comme médicament pour le cœur. En revanche, à plus forte dose, elle est tout à fait mortelle. Notre tueur possédait une connaissance approfondie des poisons et de leurs effets, une connaissance qu'il n'aurait pu acquérir que par une formation médicale. Les propos de Holmes m'ont profondément marqué. Holmes, vous insinuez que Sir Reginald a été tué par un médecin ? Je le déclare comme un fait, Watson. Sir Reginald Pemberton a été assassiné par le docteur Hartwell, le même médecin qui a examiné son corps et celui de Sir Marcus Whitfield, et qui a déclaré que les deux décès étaient de cause naturelle. Le silence qui suivit cette révélation fut profond. Lady Pemberton était devenue toute pâle, tandis que l'inspecteur Morrison griffonnait frénétiquement des notes dans son carnet. « Mais quel mobile pouvait avoir le docteur Hartwell ?» demanda Lord Ashworth. Holmes reprit son pas, sa voix reprenant la cadence mesurée qu'il employait pour expliquer ses déductions les plus complexes. Le docteur Hartwell a découvert les activités illégales de Sir Reginald par hasard. Médecin de famille de plusieurs familles importantes impliquées dans des investissements coloniaux, il a appris que des documents gouvernementaux confidentiels circulaient parmi ses patients.
Son enquête l'a conduit à l'opération de Sir Reginald. Et il a décidé de se faire justice lui-même? Exactement. Le docteur Hartwell se considérait comme un patriote, protégeant les intérêts britanniques de ceux qui trahiraient des secrets d'État à des fins personnelles. Il a systématiquement planifié le meurtre de Sir Reginald, utilisant ses connaissances médicales pour choisir un poison indétectable et son accès en tant que médecin de famille pour l'administrer. Holmes s'arrêta devant la chaise de Lady Pemberton. Les lunettes, Lady Pemberton, étaient la signature du docteur Hartwell, sa façon de signifier que justice avait été rendue. Il les a placées sur la chaise inutilisée, symbole de l'aveuglement moral de Sir Reginald, de son incapacité à voir le mal de ses actes. Mais le docteur Hartwell a examiné le corps de mon mari. Il a déclaré la mort naturelle. Qui mieux que le médecin chargé de déterminer la cause du décès pour dissimuler un meurtre? La position du docteur Hartwell lui conférait la couverture idéale pour son crime. L'inspecteur Morrison leva les yeux de ses notes. « Et Sir Marcus Whitfield, vous avez dit qu'il était mort de cause naturelle. » Holmes acquiesça. Sir Marcus mourut d'une véritable insuffisance cardiaque, provoquée par la terreur de réaliser que quelqu'un exterminait systématiquement les membres de la conspiration du document. Lorsque le docteur Hartwell apprit que Sir Marcus avait l'intention de se confesser aux autorités, il lui rendit visite, non pas pour l'empoisonner, mais pour l'informer du sort de Sir Reginald et lui faire comprendre que la même justice attendait tous les traîtres. Le choc de cette révélation fut suffisant pour déclencher la crise cardiaque fatale de Sir Marcus. Le docteur Hartwell disposa alors les lunettes dans la chambre de Sir Marcus de la même manière symbolique, perpétuant ainsi le schéma établi lors du meurtre de Sir Reginald. Lord Ashworth se leva de son siège, visiblement agité. « Tout cela est très ingénieux, monsieur Holmes. Mais où sont vos preuves? » Le docteur Hartwell est un médecin respecté, à la réputation irréprochable. Holmes sourit avec une satisfaction discrète. « Ma preuve, Lord Ashworth, se trouve dans la trousse médicale du docteur Hartwell. » Il se dirigea vers son bureau et sortit une trousse médicale en cuir que je n'avais pas remarquée auparavant. Le docteur Hartwell a eu la gentillesse de la laisser là lorsqu'il a examiné le corps de Sir Marcus ce matin. « Inspecteur Morrison, auriez-vous l'amabilité d'en examiner le contenu ?» L'inspecteur Morrison ouvrit le sac et commença à en extraire le contenu. Diverses bouteilles, instruments et médicaments typiques du matériel médical. Cependant, lorsqu'il atteignit une petite bouteille brune au fond du sac, Holmes lui ordonna d'arrêter. « Ce flacon, inspecteur Morrison. Si vous examinez l'étiquette, vous constaterez qu'il contient de l'extrait de digital, bien plus que ce qu'un médecin aurait normalement sur lui pour des raisons médicales légitimes. » L'inspecteur Morrison lut l'étiquette et acquiesça d'un signe de tête. « En effet, c'est de l'extrait de digital, et la bouteille est presque vide. » De plus, continua Holmes, si vous examinez le carnet de rendez-vous du docteur Hartwell, que j'ai pris la liberté d'emprunter à son cabinet, vous constaterez qu'il s'est rendu à la résidence Pemberton le soir de la mort de Sir Reginald, soi-disant pour vérifier la santé de Lady Pemberton, mais en réalité pour lui administrer la dose mortelle de poison. Lady Pemberton haleta. « Je me souviens de cette visite. Le docteur Hartwell a dit qu'il s'inquiétait de mon anxiété, et a insisté pour examiner Reginald également. Il a passé plusieurs minutes seul avec mon mari dans le bureau. Pendant ce temps, il empoisonna la carafe à cognac de Sir Reginald. Le poison ne fit effet qu'au bout de plusieurs heures, laissant au docteur Hartwell tout le temps d'établir son alibi. » Holmes retourna à sa chaise et fixa nos invités de son regard pénétrant. Le docteur Hartwell se considérait comme un patriote et un défenseur des valeurs morales. Dans son esprit, il purifiait la Grande-Bretagne des traîtres qui vendaient des secrets d'État à des fins personnelles. Ses lunettes étaient sa carte de visite, sa façon d'annoncer que justice avait été rendue. L'inspecteur Morrison ferma son carnet d'un geste sec. « Monsieur Holmes, ces preuves sont suffisantes pour justifier l'arrestation immédiate du docteur Hartwell. Où pourrions-nous le trouver ? » « Je pense que vous le trouverez à son cabinet, inspecteur Morrison, en train de préparer son prochain acte de justice. Voyez-vous, le docteur Hartwell n'a pas terminé sa campagne. Il a encore une cible sur sa liste. »« OMS » L'expression de Holmes devint grave. « Votre frère James, inspecteur Morrison. »
Le docteur Hartwell le considère comme l'instigateur de toute la conspiration, l'homme dont la cupidité et la trahison ont rendu possible tous les crimes ultérieurs. Je crois qu'il compte mener à bien la mission qu'il s'est assignée en éliminant le dernier membre de l'opération de vol de documents. L'inspecteur Morrison était déjà en train de prendre son manteau. Je dois prévenir James immédiatement. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard, inspecteur. Le docteur Hartwell est un homme méthodique qui planifie ses actions avec soin. S'il a décidé que votre frère devait mourir, il aura déjà pris des mesures pour le retrouver. L'urgence de la situation galvanisa tous les participants. En quelques minutes, l'inspecteur Morrison partit mobiliser ses collègues de Scotland Yard, tandis que Lord Ashworth se portait volontaire pour contacter les autorités au sujet des irrégularités de la concession minière. Lady Pemberton resta en arrière, son sang-froid finissant par craquer sous l'impact des révélations de Holmes. « Monsieur Holmes, je ne puis exprimer ma gratitude d'avoir découvert la vérité sur la mort de Reginald. Savoir que justice a été rendue, même par des moyens aussi peu orthodoxes. » Holmes la regarda avec sympathie. La justice, Lady Pemberton, est un concept complexe. Le docteur Hartwell croyait servir la justice en éliminant ceux qui trahissaient leur pays. D'autres pourraient arguer que se faire justice soi-même est injustifiable, quelle que soit la noblesse de ses motivations. « Et que croyez-vous, monsieur Holmes ?» Holmes resta silencieux un long moment, ses yeux gris perdus dans la réflexion. « Je crois que la vérité, une fois révélée, doit pouvoir parler d'elle-même. Le docteur Hartwell sera jugé pour ses crimes, tout comme votre mari aurait été jugé pour les siens. La loi, aussi imparfaite soit-elle, reste notre meilleur espoir d'obtenir une véritable justice. » Tandis que Lady Pemberton prenait congé, je me suis mis à réfléchir aux étranges complexités morales de l'affaire que nous venions de conclure. Le docteur Hartwell avait bel et bien commis un meurtre, mais ses victimes étaient elles-mêmes des criminels qui avaient trahi leur pays pour leur propre profit. « Holmes, dis-je alors que nous nous réinstallions dans nos chaises, croyez-vous que le docteur Hartwell sera retrouvé et arrêté ?» Holmes prit sa pipe et commença le rituel habituel de la bourrer et de l'allumer. « Je soupçonne, Watson, le docteur Hartwell d'être trop intelligent pour se laisser prendre à la légère. Il a eu des mois pour préparer sa campagne de justice, et je doute qu'il ait négligé la possibilité d'une découverte. Tu penses qu'il peut s'échapper ? Je pense que le docteur Hartwell a probablement déjà fait sa déclaration finale et est parti pour des contrées inconnues. Les hommes de son genre, acculés, préfèrent disparaître plutôt que d'affronter l'ignominie d'un procès public. » La prédiction de Holmes s'avéra exacte. Lorsque l'inspecteur Morrison et ses collègues arrivèrent au cabinet du docteur Hartwell ce soir-là, ils le trouvèrent vide, à l'exception d'une confession écrite détaillée décrivant ses motivations et ses méthodes, avec une précision clinique. Le docteur Hartwell lui-même avait disparu, ne laissant derrière lui que les lunettes qui lui avaient servi de carte de visite, posées avec le soin habituel sur sa chaise de bureau vide. James Morrison fut retrouvé sain et sauf, bien que terriblement effrayé, dans sa cachette de Rotherhithe. La menace pesant sur sa vie était passée, mais il restait poursuivi pour son rôle dans le vol de documents. Au moment où j'écris ces mots, quelques semaines plus tard, le docteur Hartwell est toujours en fuite, sans que l'on sache où il se trouve. Le scandale des concessions minières a été discrètement résolu par les voies officielles, le consortium de Lord Ashworth conservant ses droits, tandis qu'une indemnisation appropriée a été accordée aux autres parties impliquées. L'affaire des lunettes sur la chaise vide constitue l'une des enquêtes les plus complexes de Holmes sur le plan moral, un rappel que justice et droit, bien que liés, ne sont pas toujours des concepts identiques. Parfois, comme Holmes l'a observé dans ses conclusions, la vérité révèle non pas des héros et des méchants, mais des êtres humains imparfaits aux prises avec des choix moraux impossibles dans un monde imparfait. Les lunettes elles-mêmes, symbole précis du sens tordu de la justice du docteur Hartwell, ont été restituées à leurs propriétaires respectifs, où elles servent de rappel silencieux du prix payé pour trahir ses principes, que ce soit par cupidité ou par droiture mal avisée. Et Holmes. Il retourna à ses expériences chimiques et à ses monographies avec l'équanimité qui le caractérisait, même si j'ai remarqué que pendant plusieurs jours,
il contempla ses propres lunettes de lecture avec une contemplation pensive, se demandant peut-être quels angles moraux elles pouvaient révéler chez celui qui les portait. Le jeu, comme il le disait si souvent, était bel et bien en cours, mais parfois, comme ce cas l'a démontré, la conclusion du jeu nous laisse avec plus de questions que de réponses sur la nature de la justice elle-même. La fin,